Eh bien, je crois qu'il est l'heure de commencer cette discussion. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir, même si je ne suis pas chez moi, parce que c'est Monsieur Santini qui nous accueille, pour voilà, cette discussion avec deux historiens pour évoquer la figure incroyable de Valérie André, qui est une figure de l'histoire militaire. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, moi, je la connaissais très mal avant de travailler un peu sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de se plonger dans cette vie qui, à tous égards, est exemplaire. On va en parler longtemps. Avant de vous présenter nos deux invités historiens qui ont travaillé depuis des années sur cette vie, peut-être monsieur le maire va quelques mots à nous dire en introduction, avant que je présente les invités et que j'introduise le débat. Merci, Monsieur Dupont, de cet exercice. C'est Monsieur Durand, mais c'est vraiment Monsieur un détail. Durand, ben ouais, ça commence bien. On me l'a déjà fait 100 000 fois, mais donc je suis obligé de défendre mon camp. Hein. On rappellera à Hergé. Voilà. Il a une lacune, il ne pilote pas, et sous le contrôle de Catherine Monoré, présidente de l'Aéroclub de France, 2 fois championne du monde de voltige. Là, elle est gaie parce qu'elle vient de boire un peu de champagne et elle s'est crue aux commandes. Alors on craint tout, vous la verrez, elle va parler. Je suis très heureux de vous accueillir. Simplement, c'est mon rôle de père aubergiste avec mes collègues. Je salue tout spécialement Madame Parly, qui a été un grand ministre, qui était là pour l'anniversaire, le premier anniversaire de Valérie, et qui nous fait l'amitié de revenir à nouveau, et nous y sommes très sensibles. Alors je pense que notre animateur va tout faire. Nous avons surtout la grande fierté d'avoir M. Evans avec nous, qui vient spécialement des États-Unis. Du Nevada. Et qui a écrit un énorme ouvrage. Il peut nous le montrer, là. On va le mettre en vente quand même. Voilà. Remarquable, sur Valérie André, bien sûr. Et c'est très émouvant. Très émouvant. Il est le responsable du Hiller Museum, le musée des hélicoptères Hiller, que mon oncle avait été aux États-Unis pour choisir, puisque la France n'avait pas d'hélicoptère au lendemain de la guerre. Et donc c'est lui qui a dit le meilleur pour les troupes françaises, ce sera l'hélicoptère Hiller. Et un des grands responsables est ici. Oui. Et nous sommes très honorés qu'il ait pu se libérer pour nous rejoindre. J'en ai assez dit. Je vous rends la parole. Eh ben, merci, monsieur le maire. Justement, je voulais vous présenter rapidement nos deux invités. Alors, je voulais commencer par Martine Gay. Merci beaucoup, Martine, d'être présente. Je vous présente rapidement. Vous êtes écrivain, mais vous êtes également aviatrice. Hein. Je crois que ça fait très longtemps que vous pilotez, depuis 25 ans, vous êtes pilote. D'ailleurs, ça se voit même sur votre veste. Mais vous avez aussi, d'ailleurs, une formation un peu parallèle, enfin même complètement parallèle, mais qui est peut-être importante dans votre fonction d'aviatrice. Je ne sais pas. Vous êtes psychomotricienne, vous faites de la réflexion sophrologie, enfin, vous avez des ateliers, etc. Donc, c'est aussi peut-être un rapport au corps qui doit, j'imagine, en œuvrer peut-être pour être un bon pilote, je ne sais pas. En fait, j'appuie sur le bouton. Voilà. Et vous décollez. Je décolle. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre, Monsieur le maire. Et bonjour à tous. Alors, ma première formation, effectivement, quand j'étais étudiante, j'ai fait des études de psychomotricité, ensuite sophrologie, ensuite je me suis spécialisée dans tout ce qui est stress, fatigue, sommeil, mais en parallèle, l'écriture m'intéressait et l'aviation, l'aviation, ça n'a pas vraiment un rapport avec la psychomotricité, puisque c'était un rêve d'enfant. Voilà, donc à 3 ans, j'avais déjà envie de voler. Donc, voilà. Donc on va en parler. Donc juste, je signale quand même, voilà, et preuve à l'appui, que vous avez écrit donc cette enquête passionnante, illustrée, sur l'histoire du colonel Alexis Santini et du général Valéry André, qui avaient non seulement la passion des hélicoptères, mais la passion tout court, puisqu'ils ont eu une histoire d'amour, évidemment, qui accompagnait leurs épreuves et leurs aventures communes. On va en parler en détail tout de suite. Et puis je vous présente bien sûr donc Charles Evans. Donc, bonsoir Charles, merci d'être venu si loin, hein, parce que quand même c'est loin le Nevada. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, Martin. Voilà. On a une traductrice parce que Charles parle un peu français, mais il sera plus à l'aise en anglais. Ça sera plus facile pour la fluidité de la conversation et de la compréhension. Voilà. Et donc, je vous présente rapidement. Vous êtes historien, conservateur. Vous avez donc fondé, comme le monsieur le disait Santini à l'instant, le Hiller Air Museum, qui est un musée en Californie. Et vous avez beaucoup écrit sur l'histoire de l'aviation, pour des publications américaines que nous on ne connaît pas forcément ici, mais notamment une publication qui s'appelle American History. Il a écrit beaucoup de livres sur cette histoire-là, et ce livre-là en particulier, Hélicoptère et héroïne, donc qui est une biographie extrêmement complète, documentée, impressionnante sur Valérie André, sur son histoire, qu'on va maintenant discuter et surtout vous apprendre peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez probablement pas. Alors, juste en 2 mots d'introduction, dire que finalement, Valérie André, on pourrait peut-être sans exagérer pouvoir dire qu'elle est une sorte d'icône de l'armée française. Le mot est peut-être un peu fort, mais je l'assume tout simplement pour plusieurs raisons. Une icône d'abord parce que elle incarne d'une certaine manière le sens du courage, du dévouement, de l'action, et même du soin, parce que on était médecin, on va en parler. Donc à travers toutes ces missions de sauvetage qu'elle a fait notamment au Vietnam pendant la guerre d'Indochine, mais plus tard aussi, on va en parler. Donc il y a quelque chose, une sorte de courage qu'elle incarne beaucoup. Elle est peut-être aussi une icône dans le sens où elle est un précurseur, on ne dit pas une précurseuse en français, mais disons une devancière sur notamment le statut, la place des femmes dans l'armée française. Elle est vraiment, d'une certaine manière, à l'avant-garde aussi d'un mouvement qui a peu conduit les femmes au sein de l'armée française. Et à l'époque, au début des années 50, où elle commençait à travailler, elle s'est heurtée évidemment à un des préjugés que vous pouvez imaginer assez fort. Donc elle est de ce point de vue-là aussi une figure importante d'une certaine manière, d'une forme de féminisme pragmatique, on pourrait dire, au sein de l'armée. Et puis elle est aussi une icône parce qu'elle a été un pilote, je pense, exceptionnel. On va en parler avec tous les deux. Elle a conduit cet hélicoptère dont on va parler, qui est un peu très dangereux, qui s'appelle l'hélicoptère Hiller, qui s'appelait Killer, tellement il était dur à manœuvrer. Killer, dans le sens où on pouvait vraiment en mourir, quoi, tellement il était difficile à manœuvrer, très, très compliqué. Donc un courage aussi physique et militaire assez impressionnant. Tout ça fait que du coup, je dirais que pour toutes ces raisons-là, son sens de la solidarité, de sa générosité aussi, tous les témoins de sa vie ont toujours mis en avant cette qualité qu'elle avait. Il y a eu une expression qui a beaucoup été attribuée à son histoire, on disait, notamment pendant la guerre d'Indochine, qu'elle était la femme qui descend du ciel. C'était notamment des soldats, même du camp ennemi, qui la qualifiaient ainsi. Je trouve que l'expression est assez belle. Je ne veux pas, disons, la signifier comme une métaphore christique, mais d'une certaine manière, elle traduit comme quelque chose, comme d'un engagement assez impressionnant. La femme descendue du ciel, c'est quand même, je trouve, une belle image pour raconter ce qu'elle fut. Alors, pour commencer la discussion, peut-être je vais vous demander d'abord tout rapidement à tous les deux, peut-être nous expliquer rapidement comment vous êtes arrivés à vous intéresser, à vous passionner par cette vie, par cette biographie, par cette destinée assez incroyable. Par quel hasard, finalement, en êtes-vous à vous intéresser à Valérie André, et question qui se raccroche à celle-ci, qu'est-ce qui, en 2 mots, avant qu'on détaille vraiment tout ça, vous semble le plus important à comprendre, à ressortir, à traduire de cette existence? Et ce serait quoi le motif qui vous a le plus marqué et ému en travaillant, parce que vous avez travaillé tous les deux, documents à l'appui, de manière très très longue sur cette histoire. Peut-être Martine pour commencer? Avec plaisir. Alors, non, ça ne marche pas. En fait, j'ai envie de dire qu'au départ, je n'avais pas du tout conscience de ce qu'avait fait le général Valérie André. On s'est connus dans des conditions autres, à la Société de médecine aérospatiale, donc à la Soframas, dont je la connaissais puisque j'ai été inscrite, et on se croisait en tant que pilote privé. Je la croisais quand Catherine ou Gérard Felzer, à ce moment-là, organisaient des meetings ou des rencontres. J'ai rencontré dans l'aviation, on se croisait, on se disait bonjour, on s'appréciait. Et puis le temps a passé, et puis un jour, on s'est changé nos vœux. Donc, elle m'a invitée. Donc, d'abord, il y a 25 ans, oui, j'ai
écrit un livre avec un médecin qui s'appelait « La liberté d'être au féminin ». Donc on avait écrit tous les deux. On avait été invités par le général Valéry André, évidemment, à boire du champagne et chocolat, on en parlera. Et j'avais eu un témoignage de sa part. Et puis après, on a gardé des relations. Et puis pour la petite anecdote, une année, je lui écris une lettre pour lui souhaiter la bonne année. Je lui dis, général, est-ce que je peux me permettre de vous inviter à prendre le thé. On trouvera bien, à Issy-les-Moulineaux, un endroit où je pourrais... Alors, je peux vous dire que la réponse a été immédiate. J'ai reçu une lettre. Mais enfin, Martine, vous n'allez pas m'inviter à prendre le thé. Je vous invite à boire le champagne à la maison. Et c'est comme ça que les choses, disons, sont parties. On s'est vu de plus en plus. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas, je passe certains petits détails, pourquoi pas écrire son histoire, puisque je venais d'écrire sur les pilotes russes. Je me suis dit, pourquoi pas sur le général Valéry André. Et c'est là seulement, je suis très honnête, que j'ai découvert tout ce qu'avait fait le général Valéry André. Au départ, je n'en avais pas conscience. Je savais qu'elle était pilote, je savais qu'elle avait créé les Avassan, je savais qu'elle était médecin. Et à un moment donné, le général Valéry André a accepté, mais après longtemps, parce que pour elle, elle ne voulait plus qu'on écrive de livres sur elle. Elle considérait que après la guerre d'Indochine, elle avait écrit « Ici les ventilateurs ». Ensuite, elle a écrit « Madame le général ». Et pourquoi refaire encore des... Puis j'ai eu l'idée, d'un coup. Et je lui dis « Mais peut-être qu'on pourrait, si vous m'autorisez, j'écris un livre sur vous, vous m'autorisez à prendre des témoignages que vous avez dans votre livre et on travaille ensemble. » Et nous avons travaillé ensemble sur un premier livre qui s'appelle « Valéry André, seul à bord pour sauver des vies », qui est sorti maintenant il y a 2 ans et demi. Et voilà. Et le temps a passé. Alors je veux quand même, parce que c'est important, même si de vous raconter pourquoi existe ce livre. Avec Catherine Mounoury, nous nous sommes rencontrés, on se connaît depuis évidemment longtemps, à l'Aéroclub de France, mais on s'est rencontrés un jour autour de Valéry, parce qu'on allait voir général Valéry André, et Catherine et moi, on s'est regardés, on s'est serré la main, et on s'est dit, on ne la quitte plus, on continuera à aller la voir, et du coup, on y va, si ce n'est pas toutes les semaines, c'est tous les 10 jours. Voilà. Et du coup, on s'est aussi rapproché forcément de la famille, d'Antoine. Antoine a eu la gentillesse de nous inviter à déjeuner. Et on parlait donc du général Valéry André. Et à ce moment-là, il me parle de son père, le colonel Alexis Santini, en me disant « Oui, mais on parle toujours, mais mon père... » Et je le regarde, mais je lui dis « Mais allez, on fonce, on écrit un livre. » ensemble, mais à condition, parce que moi, mon livre, il est fait, à condition que vous témoignez, que la famille témoigne, que la famille participe au livre. Et donc, la famille a participé, donc Antoine, Alexia, André, et les amis proches, comme le colonel Bertrand Sansu, qui est présent ici, et qui la connaît très bien au niveau professionnel, Catherine et moi-même. Et le général Valéry André était le commandant en chef pour pouvoir, on lui lisait, si ça lui convenait. Tout a été aussi vérifié par son fils Antoine Santini. Voilà comment est né ce livre, parce que je pense que c'est très important de vous le dire, parce que c'est pas, comment dire, les livres que j'écris, c'est des aventures humaines. C'est pas, j'écris pas un livre en me disant, ah bah tiens, voilà, ça va faire bien. J'écris des livres parce que d'un seul coup, ils naissent. C'est une évidence. Et le dernier petite chose pour terminer, le livre n'avançait pas, parce que moi j'avais un autre livre qui allait sortir en juin l'année dernière. Un jour, je prends rendez-vous donc avec monsieur le maire, et j'arrive en retard. Ouh là là. Alors là, ça commençait pas bien, même si on se connaissait déjà, même si on s'est croisés, mais vous êtes en retard. Ah oui, mais bon,
Et en plus, bon, ça peut être tout à fait ma faute d'être en retard, mais là, c'était encore des histoires de grève ou je sais pas quoi. Bon, on commence, je dis voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour faire la préface et tout. Puis à un moment donné, il a compris que c'était pas facile quoi, de démarrer. C'était vraiment pas facile, parce que même pour tout le monde, pour faire... Et à ce moment-là, il me dit, allez, maintenant il faut foncer. Et alors, c'est parti. Et c'était en octobre ou novembre 2022, hein, parce que là, on est... Et là, ça a été, et c'est parti, tout le monde s'y est mis, et voilà. Voilà. Je pense que c'est très important de vous dire la façon dont les choses se sont mises en place. Très bien, merci beaucoup Martine. Je reviens très vite vers vous. Je vais poser la question, maintenant je vais me lancer à Charles, pour essayer de vous demander, de vous poser la même chose. C'est finalement comment un Américain très très éloigné, vivant en Californie, s'intéresse à un moment, même s'il s'intéresse à l'histoire militaire depuis toujours, s'intéresse au général Valéry André, une femme pas forcément très connue dans l'histoire française, hein. Dans l'histoire militaire j'imagine que oui, mais c'est pas une figure extrêmement célèbre, voilà. Comment vous êtes arrivé à vous passionner pour son histoire et de quels symptômes, enfin, en quoi elle vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a frappé chez elle au point de vous lancer comme dans la rédaction de ce livre, qui, je vous le montre encore une fois, est quand même assez épais, hein, parce que c'est un livre d'histoire de 450 pages, extrêmement documenté, très très précis. Donc on sent que c'est un sujet important pour vous, voilà. Expliquez-nous pourquoi cette passion pour Valéry André. It became a passion after I met Valéry André for the first time, but I will tell you. Okay. I will tell you that mon histoire avec Valéry André commençait quand j'avais la conservateur de la musée Hiller. You can speak English, no problem. Okay. Yeah. Okay. I was curator of the Hiller Museum in California many years ago, back in the 1990s. And when I was studying for a master's degree at San Francisco State University. On my first day for working with Stanley Hiller, now Stanley Hiller was the builder of the helicopter that was sent to Vietnam back in 1950, the one that Valéry André, Alexis Saint-Denis, Henri Bartier, Raymond Foumat, and others flew for medical rescue. On my first day working for Stanley Hiller, I saw a photo of a woman standing in front of a Hiller helicopter, and I was fascinated by who she was and wondered who she was. I had no idea, and I asked Stanley Hiller who she was. And peut-être sur le point, pour ceux qui ne maîtrisent pas complètement l'anglais encore. Ma passion pour Valéry André est née après l'avoir rencontré une première fois. J'ai été conservateur du musée Hiller dans les années 90, il y a longtemps, donc en Californie. C'était à l'époque où je préparais ma maîtrise à l'université de San Francisco et j'ai travaillé pour Stanley Hiller, qui est celui qui a fait construire les premiers hélicoptères Hiller qui ont été envoyés au Vietnam et qu'ont piloté Valérie Merle, Henri Barbier, Raymond Foumat et d'autres pilotes. Et pendant que je travaillais, que j'étais au musée, je me suis trouvée face à face avec la photo d'une femme devant un hélicoptère Hiller et je me suis demandé qui était cette personne. Well, I was fascinated, and so I decided to look into the story more. I started to read French many years ago, and I apologize that I don't speak French as well as I read and write. However, I read Madame la Générale and Ici le Ventilateur, the books that Valéry André wrote, one in 1954, the other in 1982, I believe. And that was part of the story. I began to want to investigate more about the war in Indochina. For one thing, that is the war that is connected with the war that the United States fought in the 1960s and 1970s unsuccessfully, and probably in some ways wrong. But that's another subject altogether. But the war in Indochina has connections to the war in Vietnam that the United States fought, and I wanted to tell a story that would inform primarily American readers where the war had its origins, what the war in Vietnam, where the war in Vietnam started, and why France was involved, why the United States eventually became involved. And so the story of Valéry André and Alexis Saint-Denis and the others I wrote about
were the beginning point for that story. That I thought that I could tell a story that would, the characters that I found through Valérie André, for Alexis Santini and others, were compelling, just truly compelling. And I thought that the story would had to be told. Now, there's a lot of different aspects to this. For one thing, I was fascinated with Valérie André's life during the Second World War, where she had to live underground after leaving Alsace-Lorraine during the occupation from Germany in the 1940s. And I thought that this was a woman who had courage, but was extremely tough and had endurance. Also, I was fascinated with her. Peut-être qu'on va lui laisser la parole. J'étais littéralement fascinée par sa vie et je lisais le français. Il y a longtemps, je pouvais lire le français. Je lis et je comprends, mais je ne parle pas aussi bien que je le lis et que je le comprends. J'avais lu donc les livres qu'avait écrit la générale Valérie André, Madame la générale et Ici le ventilateur. Je crois que le premier avait été écrit en 54 et le deuxième en 82. Et ça, c'est une partie de l'histoire. J'ai commencé à m'intéresser à la guerre en Indochine également, car cela est très lié à la guerre que les États-Unis ont menée dans les années 60 et 70 au Vietnam. C'était peut-être une erreur, mais ça, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Et je considérais que la guerre en Indochine était extrêmement, de très près, liée à la guerre au Vietnam. Et j'ai écrit cette histoire parce que je voulais informer mes compatriotes, les Américains, et leur parler de l'origine de la guerre au Vietnam et leur expliquer pourquoi est-ce que la France était impliquée, et puis ensuite les États-Unis. Valérie André, Alexis Santini étaient un point de départ. C'était des personnages que je considérais comme des personnages extraordinaires et je pensais qu'il fallait raconter cette histoire. J'étais fascinée par la vie de Valérie André, qui avait vécu dans la clandestinité et qui était un personnage qui incarnait le courage et l'endurance. Oui. Ok, peut-être juste pour qu'on clarifie, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, rappeler, préciser dans quel contexte elle est arrivée comme médecin militaire en Indochine, quelle a été sa formation. Donc elle a une formation de médecin qu'elle a acquise pendant la Seconde Guerre. Elle était étudiante en médecine et elle s'est engagée comme médecin militaire dans l'armée juste après la guerre. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est arrivée en Indochine, par quel mécanisme et qu'est-ce qui... parce que l'Indochine, c'est un peu son grand théâtre d'opération. C'est là qu'elle s'est, j'allais dire, inventée Valérie André elle-même, dans le sens où elle a développé des compétences incroyables de pilote, de médecin, de sauveteur. Et est-ce que vous pouvez me raconter le début, finalement, de son arrivée en Indochine? Well, I believe, to start with, that the Second World War galvanized Valérie André. I think it made her the person that she became in Indochina and in Algeria. As I was starting to say, she had to live underground because she was from Strasbourg, Alsace-Lorraine. The Germans forbid anyone to leave. The Germans forbid anyone to leave from Alsace-Lorraine during the Second World War. She left to attend university in Clermont-Ferrand, and was almost arrested in 1942 when the Gestapo raided the University of Clermont-Ferrand. So she fled to Paris. She went to Sorbonne University, where she studied medicine. And she was in Paris in August of 1944 when Paris was liberated by the Free French. She was at Saint-Michel, Notre Dame, when Charles de Gaulle gave his famous speech declaring the liberation of Paris. And so from there, I think she characterized it this way. When she saw the Free French, la Français Libre, enter Paris, she called them modern-day knights. She thought that was maybe something that was to be admired. I think that she also treated soldiers who were wounded in battle against the final days of the German Reich. So when she graduated from the Sorbonne in 1947, one of her university professors suggested that she volunteer for the French army for service in Vietnam, Indochina. And she went to Saigon in, I believe, December of 1947 and arrived in early 1948. She left by steamship from Marseille.
Je pense que c'est la Deuxième Guerre qui l'a réellement galvanisée, qui lui a permis de devenir celle qu'elle a été pendant la guerre d'Indochine et en Algérie. Et lorsque les Allemands ont envahi la France, ils interdisaient aux Français de quitter l'Alsace-Lorraine. Elle a quitté l'Alsace-Lorraine pour se rendre à Clermont-Ferrand, où elle voulait étudier. Et elle a dû, et en 1942, elle s'est presque fait arrêter lorsqu'il y a eu une descente de la Gestapo à l'université de Clermont-Ferrand. Elle a fui Clermont-Ferrand pour arriver à Paris, où elle s'est inscrite à la Sorbonne pour suivre des études de médecine. En août 1944, lorsque Paris a été libéré, elle était à Paris, à Saint-Michel, à Notre-Dame, où elle a entendu le discours de Charles de Gaulle. Quand elle a vu les forces de la France libre entrer, elle a considéré qu'il s'agissait de chevaliers des temps modernes et qu'ils méritaient toute admiration. Elle s'est également occupée de soldats blessés à la fin du Reich allemand. Et lorsqu'elle a été diplômée de la Sorbonne en 1947, un de ses professeurs lui a suggéré de se porter volontaire pour aller en Indochine avec l'armée française. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à Saïgon en décembre 1947 par paquebot à vapeur. Elle y est arrivée au début de 1948. When she arrived in Vietnam in 1948, she was subject to quite a bit of prejudice because she was a woman. She was commissioned as a captain in Service de Santé. And even though she had the rank of captain, she was often not recognized as an equal among other officers, male officers at the time. She took this treatment as part of the way that the French army conducted itself at that time. It wasn't fair, it wasn't just, but Valerie Andre wanted to serve in Vietnam, wanted to treat soldiers who were wounded. When she started as a doctor at Coast Hospital in Saigon, she was not qualified as a surgeon at that time, which was interesting. She was, I think her specialty after she graduated from Sorbonne was as a flight surgeon. But when she arrived in Saigon, a neurosurgeon by the name of, I believe, André Robert, trained her in the intricacy of becoming a neurosurgeon because of the many head trauma cases that were coming into the hospital from battle with the Viet Minh in Vietnam at that time. And if you would like me, I can go into a little bit more detail about how the war started in Vietnam. Can I translate that? Au moment de la victoire quand elle est arrivée en Indochine en 1948, elle a été confrontée à de nombreux préjugés de la part de ses collègues masculins. Elle avait le grade de capitaine au service de santé, mais malgré cela, elle n'était pas reconnue comme une égale par les hommes, les officiers qui étaient sur place. Elle a considéré que c'était ainsi que se comportait l'armée française, que ce n'était pas équitable, que ce n'était pas juste, mais elle souhaitait néanmoins servir l'armée et s'occuper des blessés. Quand elle est arrivée et qu'elle a commencé à travailler comme médecin à l'hôpital de Saïgon, elle n'était pas encore neurochirurgienne. À Saïgon, elle a rencontré un neurochirurgien du nom de André Robert qui l'a formée car il y avait énormément de traumatismes crâniens dans le cadre des combats avec les Vietnamiens. And I want to correct myself. It was actually Dr. Robert Carreon who actually trained her as a neurosurgeon at Coast Hospital. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est un docteur du nom de Robert Cadéon qui l'a formée à l'hôpital Coast à Saïgon. Et elle fait quand même à ce moment-là donc une rencontre décisive. Et je voudrais avoir l'analyse de Martine sur ce sujet parce que c'est l'un des grands fils de son livre. C'est la rencontre qu'elle fait avec Alexis Santini, qui lui est pilote de l'armée de l'air française à ce moment-là, et c'est même le premier pilote, je crois, militaire français de sauvetage par hélicoptère. Et cette rencontre va être évidemment décisive à la fois pour sa carrière personnelle et pour sa carrière, j'allais dire, sentimentale, puisque, comme je disais tout à l'heure, une histoire d'amour va naître entre eux. En quoi cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle s'est passée et en quoi elle a été, j'ai envie de dire, happée par l'aura du colonel Santini? Alors peut-être, décidément, c'est bon.
C'est bon là? Ouais. Voilà, j'aimerais peut-être d'abord vous parler un petit peu quand même du colonel Alexis Santini, parce que ça va être effectivement très important. Il est né le 31 octobre 1914, je ne me trompe pas, c'est ça? Et donc dans un petit village de Corse, à Ota, et avec toute l'éducation. Et bon, s'il y a des Corses, il y a beaucoup probablement d'origine corse dans cette salle, mais toutes les valeurs qu'on a pu inculquer à ce petit garçon qui est né dans ce village. Il faut savoir que le village d'Ota, il y a une légende là-bas. Il y a une légende parce que paraît-il qu'il y a des énormes rochers qui pourraient tomber sur le village. Et figurez-vous que chaque nuit, il y a des moines, et depuis très 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 longtemps, qui viennent avec des cordes, donc dans la nuit, pour pouvoir empêcher ces rochers de tomber. Voilà, j'aime bien cette histoire, c'est pourquoi je vous la... Donc le petit garçon a grandi en Corse, et ensuite il a décidé de rentrer dans l'armée. Donc c'est d'abord devenu donc un pilote de chasse, hein, et donc il est parti en Indochine, dans les années 47 à peu près, je pense. Et là-bas, il faisait du morane. Il faisait des évassanes, mais sur avion. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, parce qu'un avion a besoin de pistes pour décoller. Et là-bas, c'était pas très facile. Donc, il a eu cette idée, on lui a proposé et l'hélicoptère. Il est donc venu alors plutôt, je me trompe, il était en congé de 2 mois en France. Il était rentré en France et là, on lui propose d'aller à Cormeilles-en-Vexin, dans le 95, donc pas très loin de Pontoise, pour pouvoir se mettre à l'hélicoptère. Donc il apprend à piloter un hélicoptère. C'était pas facile au début. Et puis évidemment, après, il a été très doué pour cela. Il est rentré en Indochine, et là on lui a demandé d'aller effectivement, comme vous le disiez très justement, aux États-Unis pour choisir un hélicoptère et pouvoir ensuite, ils ont été montés en Indochine. Alors là on avance dans le temps, on est autour des années 50. Le général Valérie André est arrivé en Indochine vers 49. En 50, elle était aussi envoyé, comme le disait très bien Charles Evans, à Cormeilles-en-Vexin pour pouvoir passer son brevet d'hélicoptère. Voilà, parce que la petite fille qui était Valérie André avait rêvé de voler avec un bolide, de voler et de soigner en même temps. Donc, elle a fait les deux, médecin et pilote. Donc, dans les années 50... 51, elle a vu une démonstration d'un beau pilote qui s'appelait colonel Alexis Santini. C'était la première démonstration qui avait lieu donc, en Indochine. Et elle est tombée amoureuse de l'hélicoptère d'abord. Bon, ensuite, elle a passé son brevet d'hélicoptère. Et puis, elle est retournée en Indochine. Et effectivement, le capitaine Alexis Santini, l'a prise dans son équipe, l'a aidée et tout. Et quand je dis, et depuis des années, je pose la question au général, mais enfin, général, Valérie, quand vous avez vu Alexis Santini, Alexis Santini, c'est un très bel homme. En plus, avec un uniforme, vous êtes tombée amoureuse. Ah, Martine, non. D'abord, c'était le travail. Après, ça a été l'amour. Bon, enfin, dans son cœur de femme, je suis persuadée qu'elle était tout de suite amoureuse de cet homme. Voilà. Et donc, elle était dans son équipe et ils ont fait les Évassanes. Et Alexis Santini est le pionnier des hélicoptères en Indochine et surtout des hélicoptères Évassanes. Évassanes, pour ceux, c'est sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que de chaque côté de l'hilaire, de l'hélicoptère, vous avez 2 paniers en osier. Il me semble que c'était de l'osier à l'époque. Et donc, les blessés sont mis dans ces paniers. Et quand elles décollent, c'est terrible. Et notamment, il y a le colonel Salini, le général Salini, qui n'est plus de ce monde maintenant, qui a écrit quelque chose de délicieux sur elle, en disant « Mais comment faisait-elle pour pouvoir
piloter, avoir des cartes collées sur ses genoux, sur ses jambes. Comment faisait-elle? Mais c'est hallucinant. Il faut savoir qu'elle était mitraillée, que l'hélicoptère, elle était tout le temps mitraillée, mais elle arrivait à passer partout pour pouvoir sauver des gens. Et ça, c'est très important. Alexis Santini, le colonel Alexis Santini et le général Valéry André ont toujours pensé pouvoir sauver des gens, soigner, sauver, protéger. Ça, c'est c'est vraiment la base de tout. Merci. Charles, justement, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur non seulement son courage, mais justement sur le nombre d'obstacles qu'elle a comme ça affrontés dans ses opérations de sauvetage. Parce que, vous le rappeliez, Martine, elle a été acceptée dans le programme de sauvetage des pilotes en 1951. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi, pour vous, elle a été impressionnante de courage et de physique, notamment? Elle avait, je crois, il me semble, si j'ai bien compris, une qualité, j'allais dire physique, elle était très légère, elle est assez petite femme, et du coup, elle pouvait aussi se permettre d'avoir dans son hélicoptère léger plus de blessés, hein, c'est ça? Normalement, c'est des deux, elle pouvait en avoir 3. Ouais. Racontez-nous en quoi, pour vous, qu'est-ce qui vous frappe dans ces exploits de pilote notamment pendant la guerre d'Indochine. On parlera peut-être un peu après rapidement de l'Algérie aussi, mais l'Indochine, ça a été quand même impressionnant. Well, there's a few things that you can say about Valérie André. Her petite size, for one thing, made her natural for the Hiller helicopter, because I lived with these helicopters for several years when I worked for Stanley Hiller. And very early on, they didn't have what you would call payload. They were not capable. They were barely capable, especially in tropic climate, as you would find in Indochina, to carry more than one pilot and possibly 2 wounded soldiers. So Valérie André made the argument that she weighed less than 50 kilogram, that she was very petite, very small, and that she could possibly carry 3 wounded soldiers where other men could only carry 2. She also had the added advantage of being a doctor who could treat the wounded on site and perform triage and stabilize a patient before bringing him to a hospital maybe many kilometers away, maybe up to 100 to 120 kilometers away from a battlefield. So she had many advantages that I think that played in her favor in order to become a rescue pilot. And I think at the time there was a shortage of people who were qualified and wanted to actually become pilots in probably the most dangerous combat zones imaginable at the time. Valerie's record stands for itself. She flew 128 missions in combat zones and rescued 168 soldiers. She was not only just a pilot of helicopters, too, mind you have to remember. She was also part of an advanced surgical antenna. She would be airdropped into places like Laos, for instance, to treat wounded soldiers. But she not only treated wounded French soldiers, she also treated the native people of Laos, such as the Meo, who came to call her the woman who came from the sky. She also treated the enemy Viet Minh equally. She saw no difference in who she treated. A wounded person, a person who was sick, they were all equal in her eyes. Valérie André était petite, elle était très légère, et c'était un avantage naturel pour elle. J'ai vécu et j'ai travaillé pendant longtemps pour Standard Hiller, et je savais que ces hélicoptères n'avaient pas de pales et n'avaient pas la capacité de transporter plus de 1 pilote et 2 blessés au maximum, notamment dans des climats tropicaux comme celui qui existait en Indochine. Elle a souvent insisté sur le fait qu'elle ne pesait que moins de 50 kilos, qu'elle était très légère, et que vu
son poids, elle pouvait transporter 3 blessés, ce qui était un avantage. Et autre avantage également, elle était médecin et pouvait donc traiter les blessés sur site, trier, stabiliser les gens avant de les emmener à l'hôpital qui était en général à 100 ou 200 km de là. Donc c'était beaucoup d'avantages qui plaidaient en sa faveur et qui prouvaient qu'elle pouvait être un bon pilote pour sauver des vies. Donc ce n'était pas... et à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de gens qualifiés. Et elle voulait depuis toujours être pilote. Elle s'est retrouvée dans une des zones les plus dangereuses et il ne faut pas oublier qu'elle a accompli plus de 128 missions, sauvant plus de 168 soldats. Elle n'était pas uniquement d'ailleurs pilote d'hélicoptère, mais elle faisait également partie d'une antenne chirurgicale avancée et elle était héliportée dans des endroits comme au Laos où elle allait soigner les soldats blessés, non seulement les soldats français, mais également les Laotiens et les Viet Minh, et c'est la raison pour laquelle on l'appelait la femme descendue du ciel. Pour elle, la nationalité des soldats ne permettait pas de faire de différence. C'étaient tous des blessés qu'elle soignait. Mais alors justement, peut-être, comment vous avez mesuré le degré d'acceptation ou de rejet, ou en tout cas qu'une femme pouvait à ce moment-là, au sein de l'armée française, prendre des responsabilités. À ce moment-là, on sortait de la guerre, des femmes résistantes, évidemment, extrêmement incroyables, étaient connues, mais dans des combats militaires aussi durs que ceux-là, avec un hélicoptère, c'était vraiment inédit. Et c'était une première. Est-ce qu'elle a été, confrontée à des préjugés masculins, et comment elle les a affrontés, avec quelle souplesse et quel caractère? First of all, she was unusual because she was in the French Army, not the Air Force at the time. And never was. She was the French Army. Oh. Okay. She was unusual because she was not in the French Air Force. She was in the French Army. Mm-hmm. And her character was, I think, forged by her experiences in Vietnam. I think that some of the prejudices that she encountered prejudice even among medical staff sometimes in some of the hospitals that she worked at. I think that she had a character that was driven, that was from a very early age, as I'm sure Martine writes in her book as well. She was inspired by women aviators of France, particularly Maurice Hiltz, who she met in 1933, I believe. Maurice Hiltz had a record of flying aircraft from Paris all the way to Saigon, Vietnam, back in the early 30s. Valérie André had an opportunity to meet Maurice Hiltz at the Strasbourg Aerodrome in 1933 when she was probably about 10 or 11 years old. From there on, she was incredibly taken with the idea of becoming an aviator. She was taking lessons just prior to the outbreak of World War II, when, and she would also say this, that young men who were of age to be drafted into the French military would be given lessons to fly free of charge, gratuit. But for Valerie, she had to earn money as a tutor in different studies in order to raise money to pay for lessons for herself. Mm-hmm. But those dreams were interrupted by the Second World War, but rekindled when the introduction of the helicopter came to Vietnam in 1950. Mm-hmm. Nadia? Donc, c'était un personnage inhabituel. D'abord inhabituel parce qu'elle ne faisait pas partie des forces aériennes françaises, mais de l'armée française. Et autre chose, sa personnalité avait été forgée par son expérience au Vietnam. Elle a rencontré de nombreux préjugés, même chez les médecins dans les hôpitaux, et sa personnalité a été très marquée par tout ceci, et très tôt, comme Martine l'a dit dans son livre, elle a été inspirée par les aviatrices françaises, dont l'une du nom de Maurice Hiltz, si j'ai bien entendu, qui avait déjà franchi la distance Paris-Saigon en avion au début des années 30. Et elle l'avait rencontrée, Valérie André l'avait rencontrée à l'aérodrome de Strasbourg quand elle avait environ 10 ou 11 ans, et depuis ce moment-là, elle avait décidé qu'elle voulait devenir aviatrice. Elle a pris des leçons pour apprendre à piloter avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, il faut savoir que les jeunes hommes, les jeunes gens qui étaient enrôlés dans l'armée française bénéficiaient de leçons de pilotage gratuites. Mais elle, Valérie André, a dû payer ses cours. Et elle a donné des cours pour pouvoir suivre des cours de pilotage. Ces cours de pilotage ont malheureusement été interrompus par la Deuxième Guerre.
Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous rappeler peut-être rapidement quelques moments un peu, j'allais dire, délicats ou à la frôlée de la catastrophe, parce que vous le racontez dans vos 2 livres respectifs, elle a échappé à la mort plusieurs fois dans des conditions extrêmement violentes. En Indochine, hein, je parle, elle a participé au siège de Dien Bien Phu d'ailleurs. Quelles auraient pu être quelques scènes où, disons, elle a été vraiment à 2 doigts de disparaître? Well, I start my book actually with an incident that happened. Valerie Andre was performing a rescue of a wounded Vietnamese soldier at an outpost far away from Hanoi. And she landed her helicopter and she asked one of the medical attendants to sedate the patient so that he would so he would not wake up during the helicopter journey back to Hanoi. She asked if he was sedated with Sedal, which was a very strong sedative. She had the patient tied firmly to one of the litters on the Hiller helicopter. And as she took off, the patient regained consciousness. He was a head trauma case, but he regained consciousness and began to fight for control of the helicopter. As she had to fight back, this patient almost was grabbing at the foot pedals, the pedals that control the tail rotor of the helicopter, and the helicopter pitched wildly. It was almost out of control. And fortunately for Valerie Andre, the patient lost consciousness at one point, and she was able to resume the final part of her journey to Hanoi. But it was just one of those stories of many that she faced danger on a constant daily basis whenever she took to the air. Other times there was another incident where there was a mechanical failure with with her helicopter. It was a tail rotor. It was not a tail rotor gearbox. It was a cooling fan gearbox that failed on one of her trips. The helicopter had to land in an area that was wide open to enemy fire, and she could have been killed at any moment. She was lucky in that regard when a group of French soldiers were able to escort the helicopter to a safe location. But there were many times that she was shot at. Oftentimes there were fighter airplanes that had to be sent in first in order to strafe the area around the French outpost that she was going to land with machine gun fire, or else sometimes even dropped napalm. And it was necessary because no matter if there was a red cross on the fuselage of her helicopter, it made no difference to the enemy. They would fire at it anyway. Donc, une fois d'ailleurs, pour vous parler de ces cas où elle s'est retrouvée dans des situations extrêmement difficiles, elle était partie en opération de sauvetage pour ramener un soldat vietnamien qui avait été blessé loin de Hanoï. Elle avait demandé aux militaires qui amenaient ce soldat de le sédater avec un sédatif très puissant pour qu'il ne se réveille pas, et elle avait demandé à ce qu'il soit attaché à la civière. Malheureusement, le soldat s'est réveillé en vol et a essayé de prendre le contrôle de l'hélicoptère. Elle a dû se battre avec lui. Il a essayé donc de prendre le contrôle du pédalier qui contrôle l'hélicoptère. L'hélicoptère a tangué pendant un moment, mais heureusement, le soldat s'est évanoui et elle a donc pu reprendre son vol et repartir vers Hanoï. Elle était de toute façon confrontée au danger au quotidien chaque fois qu'elle volait. Autre cas, elle a eu un jour une panne mécanique, c'était la courroie de refroidissement qui a eu un problème, elle a dû atterrir dans un champ qui était ouvert au feu ennemi. Et heureusement, un groupe de soldats français a pu l'escorter vers un lieu sûr. Elle s'est très souvent fait tirer dessus aussi, et lorsqu'elle allait atterrir quelque part, il fallait que des avions l'accompagnent pour mitrailler les lieux ou envoyer du napalm avant qu'elle ne puisse atterrir. Car même si son hélicoptère avait une croix rouge sur son fuselage, les ennemis ne tenaient absolument pas compte de cela. Alors peut-être qu'on va prolonger le cours de sa vie et quitter l'Indochine. Et qu'est-ce qu'elle fait peut-être, Martine, vous pouvez nous donner quelques clés là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait après la guerre d'Indochine? On sait que, je le disais rapidement tout à l'heure, qu'elle va participer aussi à la guerre d'Algérie, dont on a dit qu'elle était la première guerre des hélicoptères. Qu'est-ce qu'elle a fait de son expérience indochinoise après dans l'armée? Alors, je vous répondrai avec plaisir, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait intéressant de
de pouvoir parler de ce crash sur la Romanche. Bien parce sûr. que là, c'est Oui. en Indochine. Ça, Ouais. c'est quelque chose de très particulier Bah, et que peu de personnes ben. connaissent. Donc, c'est pas elle qui a fait un crash, mais elle aurait pu avoir... Alors, je vais me permettre de lire, car je ne veux pas trahir ces mots. Donc, ça marche, là, oui. Alors, c'est le crash sur le porte-avions à Romanche. En avril 1952, le capitaine André devient première femme après avoir apponté, la première femme à avoir apponté sur la plateforme d'un bâtiment de guerre stationnant en baie d'Alang. C'est la première fois. Le 14 avril 1952, un accident grave se produisit à bord du porte-avions à Romanche. Le bâtiment se trouve en opération en baie d'Alang. La marine demande d'urgence un hélicoptère pour évacuer les blessés. Le capitaine André est tout de suite opérationnel, mais consciente que la mission sera des plus difficiles. En plus, elle ne l'avait jamais fait. Au cours d'une première rotation, donc le capitaine André parle, au cours d'une première rotation, je devais enlever 2 matelots assez corpulents, précise-t-elle. Une rapide inspection de l'appareil me relève que les freins fonctionnent mal. Pour peu que le porte-avions roule et tangue, l'hélicoptère sur son train d'atterrissage tricycle se promènera d'un bord à l'autre du pont d'envol. Par message, je fais demander, capitaine André qui parle, je fais demander que les matelots se tiennent prêts à disposer des cales dès que l'hilaire aura apponté. Je précise que ces hommes devront se méfier des pales du rotor de queue. Quelle est la position de la Romanche? Point d'interrogation. Elle se pose cette question. La réponse du marin, venu me briefer, ne me satisfait pas vraiment. Et même sa réponse est un peu déroutante. Mais je dois y aller. Le bâtiment se rapproche de la côte, paraît-il, lui a-t-il dit. Il est sans doute difficile de situer par des coordonnées géographiques un navire qui se déplace. Mais je sais aussi que la brume sèche peut l'envelopper et le dissimuler à ma vue. Pas de brume sèche, me répond le marin. Et à 1000 pieds à la verticale du terrain, vous verrez la Romanche. Devant ces assurances, je lance, sans ajouter d'essence, mes maigres chevaux qui devront ramener à l'hôpital les 2 blessés. Cap sur la position présumée de la Romanche. J'avance au-dessus d'une mer calme, fleurie de sampas et de jonques à voile. Comme je le redoutais, la brume sèche masque l'horizon. Me fiant à ma montre et à mon compas, je progresse néanmoins. Le temps me paraît long. Elle est en train de piloter. Enfin, sortant, voyant dans les lointains étincelants une masse qui se dessine, le général Valéry André a toute une poésie. D'ailleurs, quand on lit ses livres, ses 2 premiers livres, on la ressent. Une masse se dessine dont les contours s'imposent peu à peu. Suivi de son escorteur, la Romanche navigue à ma rencontre. Le porte-avions glisse doucement sur l'eau. Le pavillon me donne la direction du vent. Un balisage en forme de T est dessiné sur le pont pour pouvoir atterrir. L'officier d'appontage est debout, un peu à l'écart. Je me pose devant lui, tandis que les matelots surgissent de toutes parts, comme s'ils se lançaient à l'abordage, s'emparent des roues de l'hélicoptère et arrêtent l'hélicoptère sur ce porte-avions. Une profonde tristesse étreint tous les visages. J'évite de poser la moindre question sur l'accident. Atterrissant 20 secondes après l'appareil qui le précédait, un Hellcat a buté contre les barrières de sécurité, donc un avion, pour aller s'écraser sur les appareils parqués plus en avant. L'accident a fait 4 morts et 3 blessés. 5 avions ont été mis hors service. Des officiers m'annoncent 2 blessés graves. Je dois en outre revenir chercher un homme qui a été amputé d'une jambe et le transporter à l'hôpital, si toutefois son état s'améliore suffisamment pour permettre l'évacuation.
Les brancards flottants dans lesquels sont couchés les blessés s'avèrent si encombrants que j'ai du mal à fermer les paniers, les fameux paniers de chaque côté de l'hélicoptère. L'un de mes passagers, un grand barbu, pèse au moins 100 kilos. Je décolle nez au vent. L'appareil monte péniblement. Il faut faire vite, le crépuscule approche. Le commandant de la Romanche a insisté pour que je revienne. En plus, elle doit revenir, quitte à passer la nuit à bord. Un message m'apprend que les médecins de bord estiment la seconde évacuation possible. La manœuvre se répète. Sur le chemin du retour, à sa deuxième manœuvre, cependant, j'aperçois déjà les feux de l'aérodrome, de l'aéroport. J'allume mes feux, éclaire mon tableau de bord et gagne le terrain où l'appareil passera la nuit. Alors, il faut savoir que c'est la première femme donc, à avoir atterri sur un porte-avions et qu'elle reçoit, quelques jours plus tard, une lettre 3 jours plus tard, le 17 avril 1952, le capitaine de vaisseau Granger Véron, commandant le groupe des porte-avions d'Extrême-Orient et le porte-avions à Romanche, lui adresse cette lettre. Mademoiselle, je viens vous exprimer ma profonde gratitude pour le concours inestimable que vous avez apporté en venant chercher nos blessés à bord de la Romanche et en leur évitant ainsi le pénible transbordement et un long voyage au prix, pour vous, de difficultés que je ne méconnais pas, parce qu'elle est allée 2 fois. Vous êtes la première femme à avoir apponté sur la Romanche avec une aisance dont je me permets de vous exprimer toutes mes félicitations. Voilà, je voulais vraiment vous en parler. C'était en 1952 et là, heureusement, c'est pas un crash, c'est pas, mais elle a eu énormément de difficultés pour piloter et il aurait pu se passer n'importe quoi. Voilà. Très bien, merci. C'est important de rappeler cet événement. Donc, comme le temps avance et qu'elle a une longue vie et que bon, on va pas pouvoir évidemment tout rassembler dans cette longue existence, mais quand même peut-être raconter un peu ce qui s'est passé après l'Indochine. Je parlais de la guerre d'Algérie, donc où elle se relance, entre guillemets, puisqu'elle va devenir pilote d'hélicoptère en Algérie en 1959, en étant médecin-chef aussi d'une base. Qu'est-ce que l'expérience de la guerre d'Algérie apporte à sa destinée, selon vous, Charles? Well, I think Algeria was different than Vietnam for a number of reasons, especially the outcome, obviously. Algeria was actually oftentimes referred to as the first helicopter war. Mm-hmm. And the helicopters that were used in Algeria were much different than the helicopters that were used early on in Vietnam. Eventually, more advanced helicopters were used in Indochina, helicopters from Sikorsky, for instance. But in Algeria, helicopters were used for the first time as offensive aircraft, not solely as rescue aircraft. That was the main difference with Algeria. There were no offensive helicopters used in Indochina, but Algeria was much different. It was a bigger war, and I think France had much more at stake with Algeria than it did with Indochina. Many ways, and I'm sure many people here know the history of Algeria, knowing that de Gaulle was elected as president of France partly on the idea that he would preserve Algeria as part of the French Union. But again, independence movements are very strong, and I think that France found that out, obviously, with that war. But when it came to Valérie André, she actually, I think, missed participating in service to her country. And so when she had the opportunity to go to Algeria, I think it was twofold. First, to continue her work in helicopters, not just in rescue work, but also in transport,
but also to serve as a medical officer at some of the air bases in Algeria. It gave her more responsibility, more recognition of her ability. And she did spread quite, she graduated to more advanced helicopters, obviously. In Indochina, she was solely relegated to flying Hillers, very simple, primitive helicopters. In Algeria, she flew Alouette 2, she flew Sikorsky S-34, or S-34, and S-55, I believe, as well. So her breadth of experience expanded quite a bit in Algeria. And I think it was a major step in her career. La guerre en Algérie était différente de celle en Indochine, et pour diverses raisons, et les résultats en ont été également très différents. En Algérie, ça a été ce qu'on a appelé longtemps la première guerre d'hélicoptères. C'était très différent des hélicoptères qui étaient utilisés en Indochine et qui étaient des Healer. Les hélicoptères utilisés en Algérie étaient beaucoup plus modernes, comme les Sikorsky, et c'était la première fois que des hélicoptères étaient utilisés de façon offensive et pas uniquement pour des opérations de sauvetage, ce qui n'avait pas été le cas en Indochine. C'était également une guerre plus importante où les enjeux pour la France étaient beaucoup plus importants qu'en Indochine. Et beaucoup d'entre vous ici connaissent l'histoire de l'Algérie. De Gaulle avait été nommé président de la France en se basant sur l'idée qu'il saurait garder l'Algérie au sein de la France. Mais les mouvements indépendantistes ont été beaucoup plus forts. Et Valéry André souhaitait pouvoir participer et rendre service à son pays. Et lorsqu'on lui a donné la possibilité de se rendre en Algérie, il y avait deux choses qui étaient importantes pour elle. D'une part, cela lui permettait de continuer à voler sur des hélicoptères, et elle pouvait également exercer son métier en tant que médecin dans une base aérienne, ce qui lui permettait d'avoir davantage de responsabilités et d'être davantage reconnue pour ses capacités. Elle a bien entendu été formée à utiliser des hélicoptères plus modernes comme l'Alouette 2, le Sikorsky S-34 et S-55, et donc en Algérie, son champ d'expérience était beaucoup plus large que cela n'avait été en Indochine. Alors, pour un peu de synthétiser tout ça, je vais rappeler juste quelque chose après quand même. Donc en 65, Valéry André est promue au grade de colonel. En 75, elle sera aussi au grade de général de brigade, hein, voilà, pour avoir ses fonctions. Et puis bon, je ne veux pas rappeler toutes ces croix de guerre qu'elle a eues, mais elle a eu 5 fois la croix de guerre, elle a été la grande croix de l'ordre national du mérite. Bon, toutes les récompenses classiques d'une grande carrière militaire on lui a été accordées. Mais j'aimerais peut-être, pour disons, essayer, non pas conclure, mais peut-être ouvrir un tout petit peu un autre aspect important de sa carrière. C'est tout ce qu'elle a pu faire plus tard, dans les années 60-70 d'ailleurs, toute l'action qu'elle a menée en faveur de la place des femmes au sein de l'armée, puisqu'elle a été très impliquée notamment dans le service de santé, dans le corps médical, et elle a toujours beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que les femmes aient plus de place dans l'armée. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette action-là? Est-ce qu'elle vous semble importante, et en quoi pour vous elle est, disons, fondatrice peut-être d'une nouvelle manière d'envisager une carrière militaire? I think prior to the 1960s, there was, again, I bring up this pattern of prejudice and sometimes chauvinistic behavior in the French military, but there is an example to be seen in the service de santé prior to the 1960s. It was, with very rare exception, admission to some of the more advanced training within the service de santé was sometimes excluded women. And Valéry André saw that as unjust. There were exams. She said there were exams that were given for entrance into some of the schools for medical personnel that even when women scored higher on entrance exams, they were excluded from service, excluded from entrance into some of these training programs. Valéry André totally saw that as something unjust, and she worked not only within the military, but also through the National Assembly with allies that saw the same inequity to rectify that. And she
was able to initially get what was called a quota system, where a certain amount of women who scored higher than male applicants would be accepted, but it was not total. There were often many instances, according to Valérie André, where male applicants scored lower in entrance exams, but were still accepted into medical training programs over women who scored higher. And again, Valérie worked toward leveling that inequity in her career. I think that's one of the lasting legacies, not just the military career, not just the helicopters, but finding justice in France's military for women and for more inclusion of people who are actually qualified. Avant les années 60, il y avait beaucoup de préjugés et de chauvinisme chez les militaires français. Et dans les années 60, dans les services de santé, à l'exception de quelques cours, les admissions, les femmes n'étaient pas admises aux formations avancées, ce que Valérie André considérait comme injuste. Les examens dans certaines écoles, par exemple, ne permettaient pas aux femmes d'entrer pour suivre des formations médicales, même quand elles avaient des notes meilleures que leurs homologues masculins. Elles étaient systématiquement exclues de ces programmes de formation. Valérie André considérait que cela était injuste et elle a travaillé également à l'Assemblée nationale pour faire modifier cela. Elle a obtenu que, dans certains cas, les femmes qui avaient de meilleures notes que leurs homologues masculins soient acceptées, mais ce n'était pas quelque chose de totalement généralisé. Il y avait beaucoup de cas où les hommes étaient acceptés avant des femmes qui avaient de meilleurs résultats. Et Valérie André a beaucoup travaillé pour mettre fin à cette injustice. Et c'est une injustice à laquelle elle voulait mettre fin, non seulement donc dans le domaine militaire, au niveau des hélicoptères, mais également de manière générale pour les femmes dans l'armée et dans les services médicaux. Martine, vous voulez réagir un petit là-dessus? Oui, alors c'est effectivement... Oh. Je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Alors, je partage ce qui a été dit, mais j'ai envie de rajouter quelque chose. Déjà, oui, le général Valérie André a travaillé pour qu'il y ait une place des femmes au niveau de l'armée et au niveau civil. Le général Valérie André, je ne pense pas la trahir en disant n'a jamais été féministe. Elle n'a jamais été non plus pour la parité. Elle n'est pas pour la parité, elle est pour les meilleurs. Ça, pour en avoir quelquefois discuté, mais évidemment, toujours apporter une place aux femmes. Sachez ce que je reprends comme petite phrase dans le livre que j'ai écrit. Voilà ce que dit Valérie André. Chaque femme détient, si elle le veut, la possibilité de choisir sa vie, même si ce choix exige plus de ténacité que pour un homme. Valérie André. Donc, oui, absolument. Elle a, je pense, Catherine, je me permets je pense que tu es d'accord, Valérie André n'est pas féministe. Elle a été pour permettre, effectivement, ouvrir, mais en demandant aux femmes aussi à travailler pour ça. Je veux dire, c'est comme ça. En acte, disons. Elle peut l'être un peu en acte, d'une certaine manière, malgré elle, même si ce n'est pas théorisé comme une idéologie. Je pense qu'elle a beaucoup travaillé, que ça n'a pas été toujours facile, c'est sûr, mais elle ne va jamais entrer dans ces conversations un peu, je veux dire, féministes et tout, jamais. Il y a deux citations que vous rappelez dans votre livre d'elle, que je trouve très belles, que je voudrais citer ici. Elle disait « Rien ne saurait être fait qu'il n'y entre de la passion ». C'est assez beau, ça, quand même. Voilà. Et elle disait aussi « Servir dans l'armée impose un désintéressement total, un esprit de dévouement, un sens de la solidarité constant. On ne saurait s'accorder des délais de réflexion, des états d'âme, des replis sur soi trop longtemps, sans risquer de perdre le goût de l'aventure. » C'est un peu tout elle, ça, n'est-ce pas? Ça lui ressemble, c'est son image, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. On est obligé puisque on avait 1 heure, 1 heure et quart pour parler de cette vie, mais par contre, l'idée c'est que, voilà, maintenant la parole est à vous. Donc, si vous avez des réactions, des invitations, des questions à poser, la parole vous appartient, monsieur.
Allez-y. Il faut éteindre tous les micros. Ah, il faut éteindre tous les micros ici. Ah ouais, ça, c'est les salles municipales. Je vais donc monopoliser la parole. Je suis un ex-colonel de l'armée de l'air, je connais bien Valéry André, et je voudrais insister sur certains points, et avec des anecdotes pour peut-être éclairer encore davantage le général. Pour faire très court, n'oublions pas que le général est le premier pilote d'hélicoptère au monde en théâtre d'opération de guerre. Le général est le premier général de l'histoire de France. Le général est la première femme à ponter sur un bateau militaire. C'est le premier militaire français à ponter. Je me tourne vers Charles. Je me demande si ce n'est pas tout simplement la première personne qui ponte sur un bateau en hélicoptère au monde, mais ça, j'en suis moins sûr. Donc, le général, c'est la femme des premières. Voilà, ça il faut le retenir. C'est pour ça qu'elle est dans l'histoire et elle le restera. Et enfin, une anecdote pour vous faire sourire et qui éclairera bien la nature du général. On a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis sur l'évacuation sanitaire d'un Viet Minh qui va se réveiller. Donc c'est quelqu'un qui a un traumatisme crânien, c'est important pour la suite de l'histoire. Il a un traumatisme crânien et il se réveille pendant le vol. N'oubliez pas qu'à cette époque, les gens n'ont jamais vu d'hélicoptère. Donc la plupart des gens qui sont en Indochine, ils découvrent un hélicoptère en plus. Donc on imagine ce jeune Viet Minh. Il se réveille en vol, il est paniqué, mais le général, et je vais terminer là-dessus, a tout prévu, elle a le bâton et elle va l'assommer. C'est pour ça qu'il tombe dans les pommes. Voilà, je termine là-dessus. Moi, j'avais l'anecdote, elle l'avait assommé à coups de crosse. Et quand on parle de la Romanche, je précise que la Romanche, c'était un bateau, un porte-avions allemand qui avait été donné à la France en dommages de guerre. C'était un bateau en bois. Donc, elle, première fois, on lui dit, vous allez vous poser sur un porte-avions en bois, sous la pluie, dans la mousson et tout. Et puis voilà, elle devait avoir même la chasse pour l'escorter. Elle le dit par ailleurs. Cette fois, la chasse n'était pas au rendez-vous. Et elle dit, évidemment, ils se sont gourés, ou ils sont arrivés avant et puis sont partis après. C'était quand même minable. Hein. Vous vous rendez compte le risque qu'elle prenait et elle se posait sur un bateau. Alors, un bateau en bois, ça veut dire que ça secouait comme ça. Et elle a dit, est-ce que vous avez des gaillards pour m'accueillir ? Donc, ils avaient sorti les plus beaux marins du secteur qui devaient bloquer l'hélicoptère pour l'empêcher de déraper sur le bois mouillé. Vous vous rendez compte ? Et c'est là le premier appontage d'un hélicoptère par une femme. Et elle m'a dit, quand ils ont vu que c'était une femme qui pilotait, les mecs étaient sur le cul, quoi. Deuxièmement, je regardais un soir, c'était il y a longtemps, Perdu de vue avec Sabatier. Alors c'était une émission, vous vous rappelez, où les gens se retrouvaient, ils s'étaient perdus, des circonstances bizarres, et ils venaient à la télé pour dire « je voudrais bien retrouver monsieur un tel ou madame une telle ». Là, c'était un vieux monsieur, très, très décati, qui venait dire « voilà, j'étais dans la Légion, en Indochine, et j'ai pris un éclat d'obus dans la tête. Donc j'ai basculé dans le coma et on m'a dit t'inquiète pas, les hélicos vont arriver et ils vont t'emmener pour t'opérer à Saïgon. Manque de bol, la mousson s'est levée et on me dit les hélicoptères pourront pas venir, mais ils vont certainement t'envoyer un para. Et lui dit un para avec la tempête, etc. Je me suis rendormi dans le coma et j'ai sombré. Et puis quand je me suis réveillé, j'avais un gros pansement sur la tête. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, il y a un médecin qui est venu en parachute, qui a sauté et qui t'a trépané. Et il est reparti à pied à Saïgon. Je crois que c'était une femme. C'était Valérie. Vous vous rendez compte ? Sauter en parachute, en pleine mousson, sous la mitraille, parce que le camp était évidemment cerné, sauver un type, c'est quand même... Il y a qu'elle pour faire ça, quoi. Moi, je voudrais bien que la présidente de l'aéroclub donne quand même son avis, en complément des deux témoignages. Je suis comme vous, émue et complètement épatée par le courage, parce qu'elle représente absolument le courage, l'audace, en même temps la rigueur, le sens du devoir. Elle a à peu près tout, et je dois dire que... Simplement, elle est un exemple extraordinaire pour nous et que, pour moi, elle est devenue ma famille, vraiment.
Et pour vous dire le tempérament qu'elle a encore de combattante, je vais raconter une anecdote aussi assez drôle. On a pris l'habitude depuis longtemps de déjeuner ensemble, de se retrouver. Et un jour, j'ai fait l'erreur. On avait rendez-vous, je crois qu'on allait à la coupole ou quelque chose. J'étais un petit peu derrière elle. Suffren. Ah, Suffren. Oui, c'est souvent ce jour-là, c'était. Ouais, et j'étais un petit peu derrière elle. Et vous disiez tout à l'heure, Valérie pesait à peu près 50 kilos. Elle en était déjà plus là, elle était à 40. Je crois que maintenant, elle en pèse plus de 30. Elle est vraiment très, très frêle. Mais déjà, sans doute pas beaucoup plus de 40. Elle était devant moi, assez petite, et il faisait pas très beau. Elle avait son parapluie à la main. Et ce qui est idiot, je suis arrivé un petit peu derrière, et comme j'étais, j'ai mis la main sur son épaule pour lui dire « Valérie, je suis là ». Elle s'est arrêtée net et s'est retournée avec son parapluie. Je lui ai dit « Non, mais c'est moi, c'est moi ». Ah oui, mais elle se battait. Son réflexe, c'est que quelqu'un essayait de l'agresser. Elle se battait. Moi, j'aurais tendu mon sac à main. Hein. Mais extraordinaire, quoi. Voilà. Et Valérie reste cette personne extraordinaire parce que vous le savez aussi sûrement, on le saura hélas peut-être un jour ou pas, mais c'est pas facile non plus d'avoir 100 ans et 101 ans. Parce que j'ai souvent parlé avec elle avant et elle vit en ce moment ce qu'elle n'aurait pas aimé vivre, c'est-à-dire quand même un âge où on est dépendant et elle se disait toujours « je ne voudrais pas être dépendante ». Or elle l'est, mais en même temps, je la vois très souvent, Martine l'a dit, nous la voyons très souvent, Valérie ne se plaint jamais, Valérie remercie à chaque fois qu'on vient la voir. Elle affronte les 100 ans comme elle a affronté le reste, avec toujours cette clarté d'esprit qui est formidable, mais elle a le même courage, la même audace, la même dignité qu'elle a toujours eue. C'est vraiment un personnage hors du commun extraordinaire, et on a tellement de chance de la voir ici. C'est pour elle. D'autres interventions, témoignages, souvenirs, partages? Il est prévu que j'intervienne, mais à la fin. Ah, vous intervenez à la fin? Oui, quand même, s'il vous plaît. Ah. Charles, Charles. C'est terrible, les journalistes. I have one thing to add to what Mère Santani said earlier. I think a lot of the men, the soldiers, they called them soldats de bouille, the mud soldiers in Vietnam, saw Valerie Andre when she came to rescue as something very special. I think that many of these men were isolated, especially in the outposts, far away from places like Hanoi and Saigon. And I think they saw her as something familiar, something that was good, something that made them feel like they were human again. I read stories about how some of the men saw Valerie Andre as their mother, as their girlfriend, as their wife, somebody who was there to care for them, when they felt like they were so isolated that there was no one left to care for them. So I think in that sense, Valerie Andre brought a lot of comfort, a lot of feeling of home once again to many of the soldiers she encountered. She was told that many times by soldiers she encountered who were recovering in hospitals. So I think that when we talk about inspiration, Valerie Andre has been an inspiration in my life, and I think that anybody who investigates her story will feel the same inspiration of someone who gave her life to the care of others. And I think that's an important thing in this world today and something that we often miss. And so for that reason, Valerie Andre is an important part of my life and something that I feel very strongly. I've known Valerie Andre personally for close to 20 years, but I've known of her story closer to 30 years when I was much younger. And she's been an inspiration to me to just finish and try to do something that I felt was impactful. Autre chose que je souhaiterais ajouter, suite à ce qu'a dit Monsieur le maire, beaucoup d'hommes, beaucoup de soldats vietnamiens également, considéraient Valérie André, lorsqu'elle venait en opération de sauvetage, comme quelqu'un de très spécial, de très particulier. Beaucoup d'entre eux étaient isolés dans des avant-postes, loin de Saïgon ou de Hanoï, et lorsqu'elle arrivait, ils sentaient que c'était quelque chose de bien qui leur arrivait. Ils se sentaient à nouveau humains grâce à elle. Et pour beaucoup d'entre eux, et je l'ai lu dans
différents articles, ils avaient l'impression que c'était leur mère, leur petite amie, leur femme qui venait s'occuper d'eux quand personne d'autre n'était là pour s'occuper d'eux. Elle a beaucoup apporté à toutes ces personnes. Elle a apporté réconfort, leur a apporté le sentiment d'avoir à nouveau comme la chaleur d'un foyer. Et beaucoup de soldats qui étaient dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, nous l'ont dit souvent. Elle a également été une source d'inspiration pour moi et je pense que c'est également une source d'inspiration pour tous ceux qui voudront bien se pencher sur sa vie. Elle a dédié sa vie aux autres, à s'occuper des autres, et c'est quelque chose qui manque un peu à l'heure actuelle. Valérie André fait partie de ma vie, je la connais depuis 20 ans personnellement, et je la connais également depuis 30 ans avant de l'avoir rencontrée. Je connaissais son histoire. C'est une source d'inspiration qui m'a amenée à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose d'important dans ma vie. Merci beaucoup, Charles. Colonel, vous vouliez intervenir aussi? Moi, je suis là, je suis le bouffon, je suis là pour vous faire rire. Allez, deux anecdotes. La première dure 10 secondes. Une fois, je me fais prendre en photo devant un hélicoptère de la guerre d'Algérie, un H-34, et Valérie André me dit, mais de manière complètement dépassionnée, comme si elle m'avait dit, il fait beau, « Ah, je me rappelle quand je me suis écrasé dans cet hélicoptère, ils sont tous morts sauf moi. » Voilà. Bon, ça c'est le premier truc. Et deuxième anecdote qui est assez savoureuse, Valérie André, elle a 86 ans, et moi je suis un peu responsabilité sur les hélicos de l'armée de l'air, et elle me dit, je voudrais faire un tour de Caracal. Le Caracal, c'est une machine qui existe toujours, c'est la plus grosse machine de l'armée de l'air, elle fait 12 tonnes. Donc ok, que cela ne tienne. Ce que veut Valérie André, Dieu le veut, donc c'est parti. Et on fait un vol de jour et un vol de nuit. Le vol de nuit consiste à troyer des médecins pour les entraîner à être troyés au bout de cet hélicoptère géant. Vous imaginez une grosse machine de nuit, etc. Et puis le briefing arrive, et puis, bon, je fais court, je coupe dans les virages, et puis à la fin du briefing, elle me dit, enfin elle dit à tout le monde, avec cette petite voix, alors ceux qui la connaissent, ils vont tout de suite comprendre. Si je comprends bien, tout le monde est treuillé, sauf moi. Elle a 86 ans. Là, la personne qui anime le treuil, si vous voulez, le plongeur sauveteur qui anime le treuil, lui dit, mon général, parce qu'on lui dit mon général, à Valérie André, mon général, vous risquez d'être serré au niveau du torse. Et là, elle lui dit, avec son doigt vengeur, écoutez bien, jeune homme, je serai moins serré au niveau du torse que vous, là où je pense. Et donc, nous avons treuillé Valérie André sur Caracal la nuit. Et le lendemain, j'ai fait un mail au chef d'état-major de l'armée de l'air, honneur de vous rendre compte que le général Valérie André était treuillé. Et puis, voilà. Oui, monsieur, vous êtes colonel non. Oui, bonjour. Donc, je suis lieutenant-colonel Fournier. Je suis actuellement le commandant de l'escadron d'hélicoptères Parisis qui est stationné à Villacoublay. Et je voudrais... filleul de la ville. Voilà, exactement. Et je voudrais juste apporter un petit témoignage sur l'héritage du colonel Santini et de Valérie André. Et aujourd'hui encore, alors en fait, c'est une vraie chance pour nous parce qu'en fait, c'est pas une histoire qui est très ancienne et que c'est très proche de nous. Et qu'il y a encore quelques années, enfin en tout cas pour ma remise de brevet il y a quelques années, Valérie André se déplaçait systématiquement pour participer à cette cérémonie. Donc c'était une chance pour nous de pouvoir communiquer avec ces gens à cette occasion. Et qu'on est resté très admiratif de cet esprit pionnier. Comme on l'a dit, ça a été dit, tout était à construire dans les hélicos de l'armée de l'air. Et on leur doit énormément les décollages qu'on a pu voir à un moment donné sur les images. Ce décollage en partant proche du sol, en fait, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui quotidiennement et on leur doit. La devise également, une devise qui nous est chère, c'est « combattre et sauver ». Voilà, on en a parlé à un moment donné, ça restait une de nos devises. La sauvegarde de vies humaines, la plupart des escadrons d'hélicoptères de l'armée de l'air tiennent 24 heures sur 24 une alerte pour aller récupérer des gens qui se seraient crashés, qui auraient besoin d'assistance. Notre admiration aussi parce qu'on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui, les pilotes des machines qui ont de l'assistance, qui ont des pilotes automatiques, les hélicoptères Healer n'avaient aucune assistance et il fallait une force physique importante pour réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, on confierait à quelqu'un comme moi, un pilote, une de ces machines, on serait rincé en une demi-heure et on serait plus capable de les piloter. Et puis, une dernière petite anecdote, j'ai fait le déménagement parce que le centre d'instruction des équipages d'hélicoptères, qui porte le nom du colonel Santini, est une unité qui a itinéré entre Chambéry, Toulouse,
Metz. Et donc j'ai déménagé entre Metz et Orange et on avait retrouvé pendant le déménagement les cahiers de progression des pilotes signés du colonel Santini quand il en était le chef. Et ce qui nous avait marqué, c'était le caractère sans filtre des commentaires qui étaient faits sur les jeunes pilotes et donc l'exigence qu'il y avait pour ces formations. Ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et je terminerai sur ce qui était évoqué sur les préjugés qui existaient à l'époque sur les femmes dans les armées. Et alors, je peux témoigner, mais j'invite tout le monde à venir visiter mon escadron et pourrait discuter avec des femmes pilotes, parce que moi, c'est facile pour moi de le dire, mais qu'aujourd'hui, en fait, et je pense en partie beaucoup grâce à Valérie André, cette féminisation, c'est une vraie réalité et qu'il y a plus de... Enfin, on accueille une femme pilote exactement comme un homme dans nos unités, qu'il y a des unités de l'armée de l'air, et qu'actuellement, à partir de cet été, 2 escadrons d'hélicoptères de l'armée de l'air seront commandés par des femmes. Voilà. C'était juste pour partager. Merci. Est-ce que, monsieur le maire, vous voulez conclure cette soirée ? Oh, je vais me résigner, oui. Madame la ministre qui nous a quittés et que nous voulons saluer parce qu'elle revient pour la 2e fois, ça a été un grand ministre des Armées. Madame la députée, chers collègues, chers amis, chers biographes, j'ai tenu à organiser cette conférence précisément aujourd'hui, car c'est un jour particulier. La personne dont on vous a parlé, ma chère tante Valérie André, vient de fêter ses 101 ans. De plus, 2 très belles biographies du général viennent de sortir dans les derniers mois. Leurs auteurs nous font la joie, l'honneur d'être présents avec nous ce soir. Martine Gay, vous avez écrit Colonel Alexis Santini et Général Valérie André, épopée de 2 pionniers, un couple hors norme. Valérie disait « Nous n'étions pas un couple, nous étions 2 compagnons d'armes ». Vous avez eu la gentillesse de me demander d'en écrire la préface, ce que j'ai évidemment accepté, car cela me permettait de renouer avec l'écriture, étant moi-même un peu écrivain, comme vous le savez. Notre autre biographe, Charles Morgan Evans, arrive tout droit du Nevada, aux États-Unis. Son livre, donc, s'intitule « Hélicoptère héroïne, Valérie André, Surgeon, Rescue Pilot and Her Courage Under Fire ». Charles, je ne sais pas si vous avez traversé l'Atlantique en hélicoptère pour nous rejoindre, mais je me réjouis de savoir que les exploits de ma tante et de mon oncle sont désormais connus de nos amis américains grâce à vous. Charles est un véritable passionné d'hélicoptères. Il est le fondateur, nous le rappelons, du Hiller Arm Museum en Californie. Je crois d'ailleurs que c'est ainsi qu'il a eu vent des aventures de ma tante. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Durand, journaliste, auteur diplômé de Sciences Po, qui avait eu ce soir la tâche difficile de modérer l'ardeur de nos 2 biographes. Comme je l'ai écrit dans ma préface, il est difficile de circonscrire en quelques mots ou en une conférence tout ce qu'ont pu accomplir et représenter Alexis Santini et Valérie André. C'est bien pour cela que les enseignements de Martine Gay et de Charles Morgan Evans ne seront pas de trop. Il sera ainsi question de l'importante contribution de mon oncle, de ma tante, dans l'histoire du développement, du rôle stratégique des hélicoptères pour une armée et le sauvetage civil. Il sera également question de valeurs, car sans l'éclairage de celle-ci, on ne saurait comprendre réellement ce qui a pu animer, au sens étymologique, de donner une âme, ces 2 personnages tout au long de leur vie. Mon oncle et ma tante formaient un couple humaniste d'une droiture, d'une fidélité aux principes de la République sans faille. Bien plus, comme nous l'a dit Valérie à plusieurs reprises, ils n'étaient pas un couple, je vous l'ai dit, mais des compagnons d'armes. Ils se sont mariés le 21 décembre 1963 à Issy-les-Moulineaux. C'est en effet ce qui inspire les étapes et chiffres clés de leur parcours respectifs qui semblent avoir été traités en miroir. Tous 2 résistants durant la Seconde Guerre mondiale, tous 2 mobilisés en Indochine, en Algérie, tous 2 décorés des plus hautes distinctions militaires. Valérie André aura ainsi réalisé 462 évacuations héliportées tout au long de sa carrière militaire, avant de devenir la première femme promue générale dans l'histoire de France. Elle est également la première femme élevée à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur à titre militaire.
et termine sa carrière avec le grade de médecin général inspecteur. Quant à mon oncle, le colonel Alexis Santini, il aura totalisé 6200 heures de vol. Il se sera vu décerner 15 citations, dont 10 à l'ordre de l'armée, Croix de guerre 39-45, avant d'être décoré des insignes de commandeur de la Légion d'honneur par le général Chassin pour service exceptionnel de guerre en Indochine. Un regret subsiste à mes yeux, ceux de Valérie, celui de ne pas l'avoir vu promu au grade de général qu'il aurait tant mérité. La suite de leur parcours s'entremêle également puisque 2 sites de l'aviation portent désormais leur nom. D'une part, le centre d'information, on vous l'a dit, des équipages d'hélicoptères d'Orange a été dénommé en l'honneur de ce héros de la guerre d'Indochine le 19 juillet 2012. D'autre part, voilà un an déjà, l'héliport de Paris, ici Moulineau, véritable berceau de l'aviation, a été rebaptisé médecin général inspecteur Valérie André lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. À cette occasion, le ministre des Transports a demandé à ma tante à quand remontait son dernier vol. Celle-ci a répondu « Il n'y a jamais de dernier vol. Celui qui compte, c'est le prochain ». Dans ma famille, il faut toujours se méfier de la répartie. À ce titre, je tiens à rendre également hommage au fils de ce couple hors norme, mon cousin, ici présent, Antoine Santini, qui a été par décret du président de la République, en date du 7 novembre 2022, décoré de la prestigieuse médaille militaire. Fidèle défenseur de l'héritage de ses parents, il nous fait le plaisir donc de sa présence. Comment ne pas citer une fois de plus les autres artisans qui ont amené à cette cérémonie de dénomination, la présidente Catherine Monory et sa vice-présidente Odile Chérel, le colonel Bertrand Sansu, l'aviatrice et auteure Martine Gay, ici présente, mon collègue Ludovic Guilcher, sans oublier Alexia Santini, petite fille de nos 2 héros d'aujourd'hui. Chers amis, je ne doute pas que cette conférence permette d'éclairer pourquoi nous nous sommes tant battus pour que notre ville devienne, par cette nouvelle appellation, récipiendaire de l'héritage de ma tante. Je laisse la parole aux intervenants, ceux qui ne l'ont pas encore prise, en espérant que nous n'avons pas trop anticipé sur leurs propos. Merci de votre patience, merci de votre amitié. Écoutez, merci infiniment à toutes et tous. On va conclure cette soirée. Il est l'heure. On a respecté les délais. C'était parfait. Voilà, merci beaucoup. C'était parfait. Alors moi, je ne suis pas très grande, mais alors on se sent encore plus petit quand on entend cette vie au service et cette vie de dévouement. On va, avec monsieur le maire, vous inviter à poursuivre les échanges autour des auteurs pour une séance de dédicace. Merci, Monsieur Durand. Merci pour la traductrice. Merci à tous ceux qui sont présents, à la famille. Merci, Claire. Merci encore à tous. Et on se donne rendez-vous là-haut autour d'un verre de l'amitié. Merci beaucoup.